journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elisabeth Borne veut apaiser le climat. La Première ministre le dit dans un entretien à l'agence France Presse. Une main tendue aux syndicats et à la classe politique. On verra cela dans un instant avec Jacques Serret. La chef du gouvernement a évidemment vu les images terribles des affrontements de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres entre gendarmes et opposants au projet de méga-bassine. Les blessés se comptent par dizaines des deux côtés. Un manifestant est entre la vie et la mort. Guillaume Dominguez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. Oui, le dernier bilan dressé par les organisateurs du mouvement dénombre 200 blessés, dont 3 graves. L'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années, est toujours entre la vie et la mort. Selon le parquet de Niort, il souffre d'un traumatisme crânien, possiblement dû aux échanges de projectiles entre le cortège et les forces de l'ordre. Côté gendarme, 47 personnes ont été blessées, dont 2 se trouvent en urgence absolue. Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les blessures ont été causées. Samedi soir, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, mettait en avant l'usage de plus de 4000 grenades de gaz lacrymogène et de désencerclement durant l'heure et demie d'affrontement. Un chiffre immédiatement dénoncé par les organisateurs de la manifestation dans un communiqué comme représentatif d'une stratégie de violence volontaire de la part du gouvernement. En revanche, aucun communiqué ne fait état des milliers de projectiles type mortier, boule de pétanque ou cocktail Molotov envoyés depuis le cortège sur les forces de l'ordre. Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron convoque une réunion de tous les chefs de la majorité à l'Élysée. À une mission convaincre et resserrer les rangs, Emmanuel Macron s'entretiendra d'abord avec sa première ministre. Elisabeth Borne doit lui présenter son plan pour élargir la majorité. Trouver du renfort à gauche et à droite, ça s'annonce compliqué avec les Républicains. Leur patron Éric Ciotti refuse tout débauchage individuel. Avant de séduire à l'extérieur, l'exécutif doit aussi penser à ses propres troupes. Il y a de la dissidence dans l'air, Jacques Serret. Oui, il le suivait aveuglément, mais désormais ce temps semble révolu. Plusieurs parlementaires issus des rangs de la majorité n'hésitent plus à prendre quelques distances avec le chef de l'État. L'utilisation du 49.3 a laissé des traces. Beaucoup voulaient aller au vote et n'admettent pas d'en être arrivés là. C'était une erreur, continue de penser cette députée qui n'a toujours pas digéré. Remobiliser les troupes et les maintenir disciplinés, c'est tout l'objet de la mise en scène présidentielle du moment. Réception à l'Élysée de l'ensemble des parlementaires de la majorité mardi soir dernier. Et pour débuter la semaine, ce sont de nouveau les chapeaux à plumes de Renaissance, du Modem et d'Horizon qu'il s'apprête à accueillir au Palais. Elisabeth Borne, de son côté, joue elle aussi la carte de l'apaisement. Après avoir utilisé 11 fois le 49.3 depuis son arrivée à Matignon, la Première ministre fait savoir qu'elle ne souhaite plus utiliser cette arme constitutionnelle en dehors des textes budgétaires. Une annonce aussi bien adressée aux oppositions qu'à son propre camp. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et dans ce contexte explosif, les résultats d'une législative partielle en Ariège sonnent comme un avertissement pour le gouvernement. Élimination de la candidate macroniste dès le premier tour avec moins de 11% des voix. Le second tour opposera Bénédicte Taurine, députée LFI soutenue par la NUPES, à la dissidente socialiste Martine Froger. Voilà, et demain, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La grève se poursuit dans certains secteurs. Et oui, trafic toujours perturbé sur les rails, 4 TGV sur 5 en moyenne aujourd'hui, 2 Transiliens sur 3 sur les lignes C et D du RER, même fréquence pour les trains express régionaux et les intercités. À Paris, on saura dans la journée si les éboueurs CGT reconduisent la grève alors que leurs collègues du privé menacent de rejoindre le mouvement à leur tour. Grève aussi chez nos voisins, on parle même de méga grève dans les transports en Allemagne aujourd'hui, sur le rail, dans les aéroports, sur les autoroutes, dans les ports, mouvement de 24 heures pour obtenir des hausses de salaire alors que l'inflation dépasse les 8%. Tiens, restons à l'étranger, mais un peu plus loin entre la Chine et les États-Unis. La rivalité est donc désormais permanente dans tous les domaines. La confrontation a connu cependant une petite parenthèse ce week-end sur le terrain économique. C'était à l'occasion du Forum économique chinois, sorte de réponse au Forum économique de Davos. Les patrons des plus grandes entreprises du monde étaient là, à commencer par les Américains et notamment le PDG d'Apple, Tim Cook. Le régime n'a pas hésité à lui dérouler le tapis rouge. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Tel une pop star, le patron d'Apple a fait la tournée de ses magasins à Pékin. Tim Cook fait partie d'une importante délégation de PDG américains, dont celui de Pfizer et de BlackRock, invités à un grand forum économique. Objectif pour Pékin, séduire des multinationales effrayées par 3 années de pandémie et la guerre commerciale avec Washington. Le directeur du cabinet américain Boston Consulting Group est plutôt confiant. Écoutez.
Nous avons constaté un retour de la dynamique, de la demande, des usines qui produisent de plus en plus. Je suis donc convaincu que la Chine renouera avec une croissance de 5% et qu'elle sera ainsi à l'origine d'environ un quart de la croissance mondiale. La Chine fait les yeux doux aux Américains alors que dans le même temps, les autorités américaines font la chasse aux entreprises chinoises comme TikTok, le réseau social qui pourrait être totalement interdit aux États-Unis. Les entreprises américaines redoutent de faire les frais de cette bataille. C'est notamment crucial pour Apple qui vend 20% de ses produits en Chine. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Il n'y a pas de preuve à ce stade d'un déploiement d'armes nucléaires russes sur le sol de la Biélorussie. C'est en tout cas la conviction des autorités américaines, alors que l'Ukraine demande la convocation d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais, ce déploiement de missiles nucléaires tactiques russes en sol biélorusse, ce sera le thème de l'édito international de Vincent Hervouet tout à l'heure à 7h40. Une première dans la fonction publique en France. La mairie de Saint-Ouen instaure le congé menstruel pour ses agents. Les femmes concernées pourront en bénéficier à partir d'aujourd'hui. Il leur suffira de présenter un certificat médical pour obtenir 2 jours de congé maximum ou la possibilité de se mettre en télétravail. Alexandra Gégy. Tous les 28 jours, Ariane Tricot a des douleurs insupportables dans le bas du ventre et peine à se déplacer. Seule solution pour la directrice de l'action culturelle de la ville, s'allonger ou prendre des médicaments puissants. On vient travailler en faisant comme si de rien n'était, mais en fait on gère la douleur. On ne gère pas forcément bien quand on n'est pas dans les bonnes conditions. Pouvoir bénéficier de cette nouvelle mesure, ça va concrètement améliorer la vie des femmes qui bossent pour la ville de Saint-Ouen. Comme elle, environ 500 agentes sur 1200 pourraient bénéficier de ce congé menstruel, le fruit d'un travail de plusieurs mois en concertation avec des associations féministes, explique Karim Bouamran, maire socialiste de Saint-Ouen. Il y a vraiment une prise de conscience, les règles ne sont plus tabous. Il faut que ce soit un sujet, comme lorsqu'on dit aujourd'hui je suis en télétravail parce que je suis en garde d'enfants. Aujourd'hui, je suis en autorisation spéciale d'absence parce que j'ai mes règles. Donc c'est aussi simplement que ça. Trop tôt pour estimer le coût de la mesure, concède le maire. Il confie avoir reçu de nombreux appels de confrères et consoeurs d'autres communes qui devraient, selon lui, bientôt suivre ses pas. Alexandra Gégy. Allez, faites-nous rêver encore un peu. Les Bleus affrontent l'Irlande ce soir, suite de la campagne de qualification pour l'Euro 2024 de football. On espère revivre le scénario du 4-0 face aux Pays-Bas vendredi soir, mais les Irlandais comptent bien imiter leurs collègues du 15 de rugby, vainqueur du tournoi des 6 nations, après avoir battu tout le monde, à commencer par les Français. Jean-François Pérez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Dublin. Oui, il règne ici une forme de douce euphorie depuis le Grand Chelem des joueurs au trèfle, à tel point que la modeste sélection irlandaise de football, seulement 48e au classement mondial, se prend à rêver, et ses supporters avec. Ainsi, Dany, rencontré hier soir par Cyril de la Morinerie dans les entrailles du stade de Dublin. En rugby, en ce moment, l'équipe d'Irlande est numéro 1 du monde. Alors, évidemment, la France, c'est une équipe formidable, mais il faut toujours avoir confiance. Tout est possible. Sur le papier, cette équipe n'a rien d'un épouvantail. Elle n'était pas à la Coupe du Monde. La majorité de ses joueurs évoluent en 2e division anglaise. Mais attention, depuis 2 ans, son style de jeu évolue, plus ambitieux, à l'image du buteur Evan Ferguson, diamant brut d'à peine 18 ans. Et cela n'a évidemment pas échappé au capitaine français Kylian Mbappé. On a tendance à penser de réputation que c'est une équipe qui va être très très rugueuse, mais c'est une équipe qui joue au football, donc il faut faire très attention à comment on va aborder le match. Il va vraiment falloir qu'on soit offensif, qu'on soit agressif. J'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille. Ils seront 50 000 ce soir dans un Aviva Stadium qu'on annonce bouillant, et parmi eux, 3 000 Français. C'est l'un des plus importants déplacements de supporters de toute l'histoire des Bleus. Et Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 Irlande-France, bien sûr, c'est ce soir à 20h45 à suivre en direct dans Europe 1 Sport, prise d'antenne à 20h. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. On se retrouve tout à l'heure à 8h30.